On accueille tout de suite Rémi Prudhomme, professeur émérite d'économie à l'Université de Paris 12 et auteur donc de ce livre, Gouverner, c'est mentir, publié aux éditions L'Artilleur. Alors Rémi Prudhomme, bonjour. Vous avez étudié à HEC, à Harvard. Vous êtes professeur d'université, vous êtes économiste, vous avez enseigné à Paris 12 et vous avez été visiting professeur, comme on dit, du Massachusetts Institute of Technology. Je dis tout ça pas pour égrener vos titres de gloire, mais pour dire que, voilà, vous êtes quelqu'un, une autorité installée au bon sens du terme. Et alors, vous n'avez pas écrit les 12 péchés capitaux, vous avez écrit les 12 mensonges publics. Hein. Vous avez, à chacun, effectivement, à chacun ses dilections. Mais dites-moi, ce titre très provocateur quand même, Gouverner, c'est mentir. Vous avez l'impression que, sur tous les sujets dont on a parlé, et le livre, encore une fois, que je recommande, parce qu'il est écrit de façon très claire, très, très, très accessible à tout public, mais en même temps, vous dites des choses très précises avec des faits, des OGM, tout ça. Comment expliquer que, de façon assez systématique, sur tous ces sujets qui concernent tout le monde et qui occupent la quasi-totalité des médias, des discussions, etc., vous dites, eh bien, il y a enfumage quelque part. Pourquoi ? Oui, d'abord, gouverner, c'est mentir, c'est un écho ou un clin d'œil au gouverner, c'est choisir de Pierre Mendès France, pour qui j'ai beaucoup de respect. Sauf que lui en faisait une prescription, alors que moi, je me contente d'en faire une description. Alors, votre question, c'est, avant de dire pourquoi on a tant de représentants de la parole publique qui mentent, de dire peut-être 2 ou 3 mots sur le mensonge et sur le mensonge public. Oui, sans faire de philosophie. Sans faire de philosophie, en effet. Le mensonge public a toujours existé dans l'histoire, évidemment. La question est de savoir s'il a augmenté au cours des années passées. On n'a pas là-dessus, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de mesures très solides pour dire que ça augmente. Ouais. Mais il y a tout de même des raisons de le penser, en particulier parce que ce mensonge public alimente et entretient et génère la défiance du public à l'égard de la parole publique. Et là, on a des chiffres qui montrent que cette défiance à l'égard des hommes politiques, mais aussi des médias, bien sûr, à la fois est particulièrement faible en France. On est du côté de 20 ou 25% des gens qui ont confiance dans les parlementaires ou les journalistes. Ou les médiatiques, absolument. C'est un chiffre qui est bas par rapport à ce que l'on trouve dans d'autres pays. Il est bas aussi dans la quasi-totalité des pays, d'ailleurs. Mais il l'est plus encore en France, d'une part, et d'autre part, il a tendance à augmenter. Alors, de là à penser que ça reflète une augmentation du mensonge public qui alimente, bien entendu, cette défiance, il n'y a qu'un pas que je franchis avec beaucoup de prudence. Non, mais vous parlez les parce causes. Que oui, ce qui est important, parce que vous parlez de choses précises et vous montrez comment, dans tel ou tel domaine, et je voudrais qu'on en cite, on ment. Enfin, en tout cas, tout le monde, on ne dit pas que tout le monde ment, c'est pas du tout votre propos, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que... Donnez-nous quelques exemples. Je peux donner quelques exemples. Oui, il y en a un qui est très récent. Le budget de l'an prochain prévoit une baisse des taux des 2 premières tranches de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Oui. C'est peut-être très bien, je ne critique pas du tout cette mesure qui est sans doute assez raisonnable. Mais elle a été présentée par le gouvernement et reprise par toute la presse comme disant que 95% des contribuables allaient voir leur impôt diminuer. La réalité est complètement différente. Il y a la moitié, un peu plus même, de la moitié des foyers fiscaux qui ne paient pas du tout d'impôt sur le revenu. Donc on ne peut pas diminuer l'impôt sur le revenu qu'il n'en paye pas. qu'il paye puisqu'il n'en paye pas. Bien sûr. Alors, est-ce que de la part du gouvernement, c'est volontaire de dire ça ? Est-ce que c'est une facilité ? Alors, il ne ment pas en ce sens que pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, il y aura effectivement une diminution. On peut le dire. Il ment par omission. Et la plupart des mensonges, d'ailleurs, sont des mensonges compliqués, justement. Oui, vous donnez d'autres exemples Alors, tirés de votre livre. Un autre exemple de mensonge qui est très très clair concerne si vous allez sur le site
de la délégation à la sécurité routière. Oui. Vous voyez, sous le timbre de la République française, Oui. vous voyez une vignette disant passer de 90 à 80 va réduire les rejets de CO2 de 30%. Ah oui, attendez, passer de 90 km/h à 420 km/h. Oui, la mesure du oui. Premier ministre va réduire les rejets de CO2 de 30%. C'est complètement absurde. Les rejets de CO2 sont une fonction directe de la quantité de carburant. Et c'est pas en allant 3 km, en moyenne 3 km de moins, qu'on va réduire de 30%. D'ailleurs, le mensonge, il est particulièrement bizarre. Ah oui, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un seul conducteur qui paie son plein. Peut-être des ministres qui ont des chauffeurs qui paient leur plein, mais il n'y a pas un seul Français qui croit que sa facture de carburant va diminuer de 30%. Bien sûr. En réalité, c'est très facile de faire le calcul. On connaît la fonction qui lie la consommation de carburant à la vitesse, et il y aura une diminution de la consommation de carburant et donc des rejets de CO2 d'à peu près 1%. Oui, encore. Alors, mettre 30% à la place de 1%, le mot de mensonge ou de tromperie, moi j'évite dans ce livre totalement le mot de fake news, parce que quand j'écris en français, j'écris en français, j'écris pas en anglais. J'ai beaucoup écrit en anglais, mais... Oui, là, vous avez raison. On dit infox, on essaye de... Donc j'évite ça. J'emploie le mot de menterie, que ma grand-mère aimait beaucoup. Même Molière l'employait, oui. Voilà. Mais c'est un autre exemple. Oui, mais un troisième exemple quand même, et après on parlera du fond. Un troisième exemple... Par exemple, Serralini sur les OGM. Oui, alors là, c'est pas moi qui l'ai trouvé du tout. Celui-là, il y a eu un livre entier, une petite opuscule de la Fondation nationale des sciences politiques qui l'a traité. Il y a quelques années, un professeur de l'université de Caen qui, dans le plus grand secret, avait élevé 3-4 rats, leur avait inculqué des doses d'OGM en leur faisant des piqûres dans le ventre absolument considérables. Ces rats étaient morts, bien entendu, et il en avait tiré la conclusion que ces OGM, que tous les OGM entraînaient la mort. Et ça a été publié dans une revue scientifique sérieuse. Et puis tout de même, c'était tellement bizarre, tellement gros que un certain nombre de gens ont protesté, des études plus sérieuses ont été engagées, et finalement, la revue c'est assez rare, mais ça existe, la revue a retiré cet article. Elle a demandé à l'auteur de dire « je me suis trompé, s'est trompé », mais entre-temps, toute la presse avait... Bien sûr. Il y a une campagne énorme. Une grande partie de la presse avait répété ce mensonge. Alors effectivement, les OGM comme n'importe quoi. Il y a une dose qui est mortelle, mais absolument pas. Il y a pas beaucoup de gens qui s'injectent dans l'abdomen des doses extraordinaires d'OGM, bien entendu. Donc c'était un mensonge. Alors Rémi Prudhomme, comment expliquer, alors justement, et d'ailleurs votre livre en fourmille, en tout cas il y en a 12 déjà, mais c'est vraiment passionnant de voir un peu comment une campagne s'est développée, comment ça a atteint les médias, en ont mis une couche, les politiques aussi. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que ce n'est pas quelque part l'ignorance ? Je dis bien une certaine ignorance, faut le dire, parce que les politiques ne sont pas tous des scientifiques, c'est le moins que l'on puisse dire, les médias non plus. Est-ce que ce n'est pas une certaine ignorance, parce qu'on ne s'entoure pas de peut-être assez de spécialistes, qui carbure, enfin, qui nourrit ces mensonges ? Oui, bien sûr, l'ignorance joue un rôle tout à fait clair dans cette affaire. Et il se passe que nous vivons dans un monde où les choses sont de plus en plus compliquées, parce qu'il y a des technologies, il y a des tas de choses qu'il faut savoir. Et d'ailleurs, moi, je ne prétends pas repérer tous les mensonges qui sont dits dans des domaines dans lesquels je n'ai pas travaillé. J'ai jamais travaillé beaucoup dans le domaine de la santé. Donc, on peut me faire croire facilement des mensonges
mensonges dans ce domaine-là. Et c'est vrai, je prends par exemple le domaine de l'énergie, qui est un domaine dans lequel j'ai travaillé. On ne peut pas parler raisonnablement de l'énergie sans avoir compris un certain nombre de choses. La distinction entre la production et la puissance, la distinction entre la demande de pointe et la demande de base, un certain nombre de choses techniques que si on ne les connaît pas, on est facilement trompé par des gens qui tantôt les connaissent et tantôt les connaissent pas. Bien sûr, alors il y a des manipulateurs en particulier professionnels, les lobbies. C'est d'ailleurs normal, les choses sont si compliquées que les politiciens ne peuvent pas tout savoir, bien entendu, d'autant plus qu'ils font profession de pouvoir parler sur n'importe quoi. C'est comme les philosophes, on disait autrefois, et le spécialiste de l'universel. Alors, les plus honnêtes d'entre eux cherchent à s'informer. Et les autres parlent. Et il y a des tas de lobbyistes qui sont là pour leur fournir gentiment, gracieusement, avec même quelques petits déjeuners, de leur offrir des informations. Des informations qui servent évidemment les intérêts du lobby qui les paye. Voilà, ou des déformations. Merci. Le mot d'information est plutôt déformation. Allez, restez avec nous, Rémi Prudhomme. Je rappelle la référence de votre ouvrage. Gouverner, c'est mentir. C'est publié chez l'Artilleur. Vaste question, gouverner, est-ce que c'est mentir? Venez nous le dire. Gouverner, c'est mentir? Eh bien, on en parle. Auditeur du Sud Radio, je vous attends. On en parle avec notre invité Rémi Prudhomme, qui est toujours ici, professeur émérite d'économie à Paris 12 et auteur donc de ce livre qui est publié aux éditions L'Artilleur. Et on en parle avec vous. Vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Olivier. Bonjour à vous, Olivier. Oui, bonjour, André Berkoff et toute l'équipe. Oui, bonjour Olivier. Moi, je voulais parler d'un sujet, une actualité, qui est le Chili. Oui. Mon épouse est chilienne et il y a beaucoup de mensonges qu'on dit actuellement sur les médias en France et sur la réalité, puisque moi et mon épouse, on regarde régulièrement la télé là-bas, on peut la voir sur YouTube. Oui. Il est légitime de remettre de l'ordre. Ce que je veux expliquer, c'est que quand on parle du Chili, c'est tout de suite 1973, c'est tout de suite Pinochet. C'est pas un dictateur. Moi, je vais remettre les choses. Si Pinochet n'était pas intervenu, le Chili serait le Venezuela d'aujourd'hui. Il faut comprendre. Allende, à l'époque, voulait organiser une guerre civile pour prendre le pouvoir par la force à un moment donné. Pinochet n'est pas l'instigateur du coup d'État, c'est trois généraux. Olivier, attendez, je vais vous dire une chose. Ça, je comprends que vous disiez ça. On ne peut pas en discuter comme ça en 2 minutes. Moi, ce que je vous propose, on va faire une émission sur le Chili et on va en parler parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et là, on ne peut pas, si vous voulez, vous comprendrez très très bien, faire une discussion là-dessus en 2 minutes et demie. C'est pas possible. Je veux dire, moi je peux pas. Vous comprenez bien ça. Vous voyez, vous avez une opinion. D'autres personnes, moi j'ai connu aussi des Chiliens qui ont une toute autre opinion. Et moi simplement ici, je voudrais pas qu'on ait une version des choses et pas l'autre. Si vous étiez en discussion, ce serait avec plaisir. Mais là, la discussion ne peut pas avoir lieu parce que moi je ne suis pas un spécialiste du Chili. Je comprends que vous ayez votre opinion sur le Chili, mais je ne peux pas introduire. Alors attendez, Rémi Prudhomme a quelque chose à dire. Allez-y. Non, j'ai rien à dire sur les élections qui ont eu lieu ces jours-ci et dont tout suggère qu'elles n'ont pas été d'une honnêteté parfaite. Je connais un peu le Chili. J'ai même participé à la rédaction d'un chapitre de la Constitution sur le chapitre qui traite du rôle des collectivités régionales et territoriales. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que dit Olivier quand même et qui dit Pinochet, attendez, ça aurait été le Venezuela si ça n'avait pas été Pinochet? Je sais pas, moi j'ai pas d'avis, je ne veux pas prendre position pour ou contre, mais... C'est une affaire qui remonte à il y a 30 ans quand 30 ans, même, et plus, 40 ans. Je n'étais pas là-bas, j'ai vu le Chili après, avec des gouvernements de gauche et de centre-droit. C'est une affaire qui a été à peu près liquidée, dont on ne parle plus beaucoup en tout cas, au Chili simplement, aujourd'hui. Je voudrais pas trop rester là-dessus, parce que, encore une fois, c'est un sujet qu'on ne peut pas discuter comme ça, mais Olivier, je vous le dis, je n'essaye pas du tout de vous censurer, mais on ne peut pas discuter du Chili comme ça. Moi, je voudrais qu'on reste sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Eh bien, revenons-y. Merci quand même, Olivier. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler. Tout de suite, on retrouve Julien qui voudrait poser une question à notre invité. Bonjour Julien. Oui, Julien, bonjour. Alors, oui, allô.
Oui, mais on vous écoute. Oui, bonjour André. Écoutez, moi c'était pas le sujet type dont je voulais parler, mais bon, je peux quand même en parler, hein, je peux quand même poser une question. Allez-y. C'était au niveau des fake news. Il parle donc de vouloir interdire les fake news, de renforcer la justice contre ces fausses informations. Mais alors, quelles sont les vraies informations quand on sait que les politiques s'en servent pour eux, principalement? Ouais. Ces informations. C'est une vraie question, ça, effectivement, Rémi Prudhomme. Parce que comment, effectivement, différencier? Comment voulez-vous que le public, qui lui aussi ne connaît pas, il n'est pas professeur à Harvard, il n'est pas non plus journaliste. Non, mais c'est pas une attaque. C'est une. Comment le public peut faire la part des choses? Et c'est vrai que c'est une vraie question que pose Julien. Comment faire? Alors, les politiques et subsidiairement les médias ont intérêt à raconter des salades et à lancer des bobards. On peut pas, c'est un fait, objectivement ça les sert. Et donc on ne peut pas, d'une part, et d'autre part, une grande partie du public a envie d'entendre ces bobards. Il y a une demande il y a une demande de catastrophisme, par exemple, dans la société. Les catastrophes se vendent bien. Les gens, à tort ou à raison, et pour mille explications. Donc je pense que c'est assez normal qu'il y ait une pression pour qu'il y ait beaucoup de menteries dans la parole publique. En revanche, la société a longtemps eu des défenses immunitaires. Qui empêchait, qui freinait, qui limitait l'ampleur de ces mensonges. Quelle défense immunitaire? Alors, il y en avait 3 principalement. Il y a longtemps eu l'administration, la presse et la science, les savants. Et ces 3 défenses immunitaires sont en train de s'affaiblir. Alors, la presse, pour une raison économique, à savoir que la presse a de moins en moins d'argent, parce que ces 2 ressources, à savoir la publicité et les ventes, sont en train de décliner. Et donc la presse n'a plus le temps et la capacité et la possibilité de payer des gens pour, d'une façon constante, travailler, être compétent dans tous les domaines. Et l'administration? Alors, l'administration, en particulier en France, a longtemps eu à la fois la compétence et l'indépendance pour savoir vraiment ce qui se passait et la force pour le dire aux ministres, tout en respectant les choix politiques des ministres. Mais moi, je vois depuis 20 ans la compétence de l'administration, la force de l'administration qui décline. Et je vois aussi que des tas de gens trouvent que c'est encore trop et on voudrait que tous les dirigeants de l'administration soient nommés par le pouvoir politique. C'est la bénalisation de l'administration française. Du nom de Ben Ali, l'ancien président du Tunisie? Non, du nom de Ben Allah. Du nom de Ben Allah. Vous êtes encore plus actuel que moi. L'idée est que, dans beaucoup d'esprits, tous les postes soient pourvus par des gens nommés politiquement par le président de la République. Par le président ou par des ministres. Ou par son premier ministre, d'accord. Et qui eux, n'iront pas créer des problèmes. On a vu ce magistrat qui, dans l'affaire Le Guay à Nice, si vous voyez ce que cette vieille dame qui a été renversée, qui a menti, même reconnu pour protéger le président de la République. Absolument. Il l'a dit. Et il a été promu d'ailleurs. Non, il a été changé, c'est pas une vraie promotion. On voudrait bien avoir tout plein de... le gouvernement voudrait bien avoir tout plein de procureurs de ce type-là. Vous savez, c'est le Thucydide disait, le but du pouvoir est d'avoir le pouvoir absolu. Absolument. Allez, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. On remercie Julien d'abord qui est parti et on retrouve tout de suite Akima. Bonjour à vous, Akima. Oui, bonjour Akima. Oui, bonjour. Donc je suis de Canard-Roussillon. Donc j'aimerais vous faire un très grand respect à vous parce que vous n'avez pas de langue de bois. Donc je voulais vous dire ça déjà. Merci, ça me touche beaucoup. On a besoin des hommes comme vous parce que ça manque dans ce monde malheureusement. Et je voulais dire que par contre sur le voile,
que ça touchait quand même à l'individu, on va dire, que ça ne devrait pas être stigmatisé à ce point. Parce que, on va dire, les bonnes sœurs, on les stigmatise pas. Moi, je suis contente de les voir, mes sœurs, parce que pour moi, je pense qu'on est tous frères et sœurs. Quand les gens auront compris ça, peut-être que le monde il avancera mieux. Parce que là, c'est vrai que là, on stigmatise un peuple, alors que finalement, c'est quoi le problème? C'est le voile ou c'est le comportement des gens? C'est une coutume religieuse, donc détournée par la mode. Oui, monsieur, si vous voulez parler, allez-y, hein, parce qu'on vous entend aussi, hein, avec Akima. Il n'y a aucun problème. Hein. Non, mais je crois que j'entends ce que vous voulez dire, et moi, c'est le problème, il n'est évidemment pas de savoir. Tout le monde, effectivement, doit avoir la liberté, effectivement, de choisir comment il a envie de se vêtir. Il n'empêche il faut savoir, parce qu'il y a voile et voile, il y a beaucoup de choses à dire. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, si vous voulez, c'est de savoir que dans le monde aujourd'hui, il y a un problème de vie privée, vie publique. Il y a un problème de savoir, et il y a un problème, effectivement, on l'a dit, de gens qui veulent aussi... Regardez, dans des tas de pays où on impose le voile, celles qui ne veulent pas porter le voile, on les persécute. C'est pas en France, mais c'est ailleurs. Et ça se passe, regardez en Iran. En Iran, il y a des choses absolument terribles, et pas seulement en Iran. Une femme qui ne veut pas porter le voile, elle est persécutée, elle est battue, je ne dis pas elle est violée, emprisonnée. Donc on ne peut pas, vous savez, la France n'est pas une planète seule qui est dans l'univers comme ça. La France, elle fait partie du monde. Et il faut s'occuper de tout ça. Et moi, je suis pour aucune privation de liberté, tant que c'est la libre indépendance des femmes. En tout cas, merci Akima, mais on va reparler de cela beaucoup, du voile. Voilà. On en parle beaucoup, et merci Akima, et merci monsieur du coup de nous avoir appelé au 0826 300 300. On va être très 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 rapide pour donner la parole à Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Un autre Olivier au 0826 300 300. Oui, allez-y Olivier, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle de Bordeaux. Alors je voulais réagir par rapport à cette phrase, l'écologie est un combat de droite. Oui. Et c'est aussi, ça devrait être aussi un combat de droite, mais historiquement, c'est vrai que l'écologie a été un combat de gauche qui s'est cultivé avec le temps, mais à présent, c'est plus du tout une notion de droite ou de gauche, clairement. On est bien d'accord. Mais effectivement, la droite a cette nécessité maintenant, si on peut encore appeler ça la droite, d'être beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui va se passer, parce que c'est vraiment une préoccupation qui est quotidienne pour tout un chacun, droite ou gauche d'ailleurs. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai été interpellé par la phrase, et effectivement, si on peut rajouter, c'est aussi un combat de droite. Ça serait. Mais c'est bien pour ça qu'on a cité à la fois Noël Mamère qui disait que c'est de gauche, et puis Philippe de Villiers qui disait que de droite. En fait, comme vous le dites vous-même, c'est ni de gauche ni de droite. En tout cas, merci à vous, surtout Olivier de nous avoir appelé. Merci à vous tous d'avoir appelé André Berkoff au 0826 300 300. Nous remercions notre invité d'être venu nous voir, Rémi Prudhomme, professeur émérite d'économie à l'université de Paris 12 et auteur de ce livre Gouverner, c'est mentir, publié chez l'Artilleur.